Et les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Philippe David et nos invités ce soir. L'assurance, un secteur en pleine expansion, recrute activement avec 154 700 employés et plus de 6 700 apprentis. L'année 2022 a vu l'arrivée de 18 600 nouvelles recrues et 4 650 apprentis. Le dynamisme de ce secteur se reflète dans la diversité et l'inclusivité de ces métiers, offrant des perspectives professionnelles variées tant en France qu'à l'international. Travailler dans l'assurance, c'est jouer un rôle clé dans la protection des individus et des entreprises avec un engagement fort envers la prévention et le soutien. La diversité des carrières disponibles répond à une large gamme d'intérêts et de formations, qu'ils soient littéraires, scientifiques, commerciaux, économiques ou juridiques. Et nos invités pour en parler, Jérémy Sebag est avec nous, président et cofondateur de SPVie Assurance, 4e courtier grossiste de France et co-auteur des idées reçues sur l'assurance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec nous, Anne-Marion, dirigeante de Actuariel, conception des tarifs en assurance. Bonsoir. Bonsoir. Ingrid Delmont est avec nous, DRH de Viamédis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Olivier Richard, expert en assurance, directeur technique de Stellian Expertise. Bonsoir. Bonsoir. Les vraies voix de l'emploi, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors, on se pose toujours une question de savoir comment sont construits et élaborés les polices d'assurance. Eh bien, ils s'appellent les actuaires. Et on va en parler avec vous, Anne-Marion, dirigeante de Actuariel. Les actuaires, qu'est-ce que c'est que ce métier bizarre? C'est les métiers du chiffre. On ne connaissait pas le nom avant de préparer l'émission. C'est vrai, quand il y a un film américain qui est traduit en français, on ne traduit même pas le métier par actuaire. Quand vous écoutez La Garçonnière de Billy Wilder, un vieux film... Oui. Le héros est traduit comme statisticien, ce qui est une définition parcellaire du métier d'actuaire. C'est vraiment le chiffrier du métier de l'assurance. C'est la personne qui va calculer les cotisations, ce que vous payez en fonction du risque qui est couvert, qui évalue aussi la couverture. Imaginez un enfant orphelin, pour qu'il puisse continuer ses études, on lui paiera une rente éducation. Cette rente va être provisionnée. On calcule les provisions qui vont faire face aux engagements pris par les assureurs. Alors, ce qui nous intéresse, nous, forcément, puisqu'on parle d'emploi, d'abord, c'est votre parcours à vous. Oui. Qu'est-ce qui vous a mené? Parce que j'imagine que quand vous étiez petite fille, vous vous êtes pas dit « je rêverais d'être actuaire ». Non. Moi, j'étais bonne en maths. Oui. Voilà, parce que... Déjà, il faut être bonne en maths, c'est ça? Voilà, il faut Okay. être un C'est bon la en base. maths, il faut être bon en chiffres. Bac S. Donc, je raye pour moi, hein, c'est fini. Voilà. Donc, c'est Bac S. À l'époque, ça s'appelait Bac C, mais ça s'appelle Bac S. C'est Maths Sup, Maths Spé ou licence de maths. Un concours d'entrée dans une des écoles d'actuaires de France. Ceux que ça intéresse, vous allez sur le site de l'Institut des actuaires qui va rappeler les formations qui sont ouvertes par rapport à ce métier. Qui consiste à faire des mathématiques, de la modélisation, un mot qui est à la mode en ce moment qui s'appelle le big data. Si on est attiré par ça, actuaire, c'est parfait pour ça. On prévoit l'avenir, on essaye de pas trop se tromper. Ouais. Et alors, la formation dure combien de temps? C'est une formation post-bac, bien évidemment. Oui. Et les écoles d'actuaires, elles sont où? Alors, il y en a une à Brest, il y en a une à Strasbourg, une à Lyon, où j'ai le privilège d'enseigner. À Paris, il y en a 2. Et puis, certains polytechniciens peuvent aussi devenir actuaires. Ah oui, et c'est une formation en combien d'années à Strasbourg, Brest? Moi, je tombe de ma chaise. Après Maths Sup, Maths Spé, c'est Bac plus 3. C'est l'ingénierie de l'assurance. C'est un diplôme d'ingénieur. Si c'est après Maths Sup, Maths Spé, Voilà. 3 ans. Ça s'appelle pas ingénieur, mais on pourrait considérer que c'est l'ingénieur de l'assurance, l'actuaire, oui. Et ça concerne combien de personnes aujourd'hui? Il y a combien d'actuaires en France? On est à peu près 5000. Ah oui, donc c'est un petit métier en fait. Ah, tout petit. Il y a moins d'actuaires en France que d'avocats à Lyon. Est-ce que c'est très masculin? Il y a plus de 5000 avocats à Lyon? Oui. Ouais. Je crois que les chiffres étaient. Il y a moins d'actuaires en tout cas en France que. Oui. Que d'avocats. Alors, oui. quels sont, parce que on se dit toujours, voilà, est-ce que outre les maths, quel type de personnes sont des gens qui sont très organisés, qui ont une vision, oui, c'est ça, un peu obsessionnel, un peu paranoïaque. Oui, c'est un métier pour les névrosés en fait. Hein. Ah, pourquoi vous n'avez pas l'air névrosé? C'est parfait pour vous, ça, Philippe. Non, je suis mauvais en maths. Non, c'est le métier qui prévoit le risque. Donc, forcément, non seulement on fait des maths, mais on va être surprudent parce que un assureur doit absolument faire face à ses engagements. On est chargé de la mesure de cet engagement, quoi qu'il en coûte. Donc, on est des gens qui incarnons la prudence. Quel type d'outils, vous utilisez quel type d'outils aujourd'hui? Alors, on fait des règles de 3. Ouais.
Ça encore, ça va en Non, masse. mais on Ça a va, compris. la règle de 3 Voilà. Moi, j'appelle ma mère tous les 4 jours, mais bon, c'est pas grave. Mais vous travaillez sur quoi, en fait? Sur des indices? Sur quoi? Alors, on aujourd'hui travaille sur des données. Oui. Des données d'assurance qu'on va évidemment pétrir Triturer. comme un boulanger pétrit sa farine. On va pétrir de la donnée pour la transformer en cotisation, pour la transformer en prime d'assurance, pour essayer d'équilibrer la mutualisation. Alors, est-ce qu'il y a des actuaires spécialisés dans l'assurance auto, dans l'assurance maison, et puis après les assurances, par exemple, on assure des porte-containers, on assure des avions. Est-ce que c'est actuaire pour un métier ou est-ce que c'est multicarte d'actuaire? Alors non, en général, on se spécialise et je ne connais pas un actuaire qui ressemble... Enfin, il n'y a pas un actuaire qui ressemble moins à un actuaire qu'un autre Enfin, actuaire. si, il faut qu'il soit névrosé. Oui, ah oui, et paranoïaque. Mais non, je plaisante. Mais effectivement, vous allez avoir des actuaires qui vont se spécialiser dans les assurances de biens, dans les assurances de personnes, dans la flotte automobile, dans l'aéronautique. Est-ce que c'est un métier où on peut évoluer? Est-ce Ah qu'on oui. devient actuaire en chef ou je ne sais pas? Je vous pose des questions débiles, mais crétines. Mais est-ce que c'est quoi l'échelle de Alors on peut rester dans son bureau, derrière son ordinateur, à l'ombre, toute sa vie, au fond d'une cave. Du moment qu'on nous donne des données de temps en temps, on peut ne voir personne. On peut, on peut être parfaitement On isolé. peut vivre comme Diogène dans son tonneau, quoi, Absolument. pratiquement. Dès lors qu'il y a une connexion Internet. Un tonneau de données. Hein, il faut un tonneau de données avec des modèles, de la manipulation des données. Et on peut aussi devenir directeur d'une compagnie d'assurance. Beaucoup de directeurs de compagnies d'assurance sont des actuaires. C'est un peu la voie royale pour devenir directeur de compagnie d'assurance, d'être actuaire. Ah bah oui. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Graal dans une compagnie, désolé pour les autres, hein, dans une compagnie d'assurance d'être actuaire? Ouais, je crois qu'on peut le dire. Non, c'est pas le Graal dans le sens où c'est pas le métier le plus glamour. C'est pas le métier le plus glamour de traiter du chiffre, de le modéliser, de le triturer. C'est pas le métier le plus glamour, mais c'est quand même un métier cœur. Au bout de combien de temps on est capable, parce que j'imagine que les premiers pas sont quand même un peu difficiles, un peu balbutiants et on a un petit peu peur, mais au bout de combien de temps on peut se dire 2, 3 ans, 4 ans d'activité pour être un bon analyste entre guillemets? Je vous parle de ça parce que je voulais vous poser juste derrière la possibilité de reconversion, c'est-à-dire si on vient d'un autre métier ou qui peut ressembler à celui d'actuaire. Alors inversement, on voit des statisticiens qui ont fait des études de statistiques, des études mathématiques, qui vont commencer à pratiquer le métier dans les compagnies d'assurance. Ils peuvent devenir actuaires via la VAE, la validation des acquis d'expérience. D'accord. Donc là, on a aussi beaucoup d'actuaires qui sont pas sortis de la voie du concours de l'école, des écoles d'actuaires, qui ont travaillé sur le métier et qui vont confirmer les compétences par la validation des acquis. Et ça, c'est très intéressant comme filière. Et c'est théoriquement, comme c'est niveau maths sup, maths spé et post maths sup, maths spé, des métiers bien rémunérés. Ah oui. Et la fourchette, un actuaire débutant, par exemple, commence à peu près à combien? Et il y a des salariés de compagnies d'assurance et des entreprises d'actuaires comme la vôtre? Alors moi, je suis actuaire indépendante, C'est ça. Mais la plupart des actuaires sont en compagnie. Les premiers salaires vont être... Ah, vous regardez. Ouais. Intéressant. Attention, les salaires? Mais Monsieur Voilà. Sebag, vous pouvez répondre. Hein. Oui. Alors oui, je peux répondre. Après, c'est- Après consultation avec Non, Marion. parce qu'on se connaît bien, voilà. Ah, et mais on c'est travaille quoi- ensemble, c'est pour C'est ça. quoi la fourchette? La fourchette, en fait, ça dépend du profil. Non, mais fourchette basse, c'est fourchette haute. Ça démarre à 40, c'est entre 40 et Ouais, c'est 50 ça. 000. Et les dirigeants de compagnies d'assurance, vous pouvez voir le classement des CAC 40. Donc après, Ah oui, donc là D'accord. c'est très bien. Il Oui. faut signer où là Je vous rappelle qu'il faut faire des maths. Ah oui, c'est Cécile. vrai. Oh là là, c'est compliqué. Bon, attendez, Ça, je vous c'est fais un pas test 3x3. 9. C'est Mais bon, c'est du hasard, c'est du hasard. Allez, restez avec nous dans un instant. On change de métier, le métier de courtier et peut-être de responsable de conformité. On va en parler bien entendu avec Jérémy Sebag, président et cofondateur de SPV Assurance, 4e courtier grossiste de France. Ah, c'est pas n'importe qui. Hein. On va en parler avec lui dans un instant. À tout de suite. Les vraies voies de l'emploi avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h et on parle de ces métiers de l'assurance que vous côtoyez au quotidien sans vraiment savoir quel est le métier de ceux qui travaillent pour vous, qui vous assurent, qui vous écoutent, qui préconisent en tout cas je ne sais pas, c'est des plans, comment on appelle ça Je sais pas, bon, on va en parler. Des Bon, projets professionnels, Ouais, comme peut-être, actuaire, qui est un beau peut-être. projet d'ailleurs. Hein. Avec ce métier de courtier, pour en parler, Jérémy Sebag est avec nous,
président et cofondateur de SPVie Assurance, 4e courtier grossiste en France. Vous êtes aussi co-auteur de Idées reçues sur l'assurance. Et justement, ce soir, les idées reçues sur l'assurance, mais aussi sur ces métiers. Ce métier, d'abord, cette entreprise, 4e courtier grossiste de France. Ça veut dire quoi, grossiste ? Quel est le lien, en fait, avec le client final aujourd'hui ? Alors, un courtier grossiste, en fait, c'est un courtier qui fabrique des produits d'assurance, qui commercialise ensuite ces produits auprès d'un réseau de courtiers de proximité à travers toute la France, et qui ensuite, le courtier de proximité, donc vend directement à un consommateur l'offre construite par le grossiste. D'accord. Donc vous n'avez pas de lien avec le consommateur final, en tout cas le client final. On a évidemment un lien avec le consommateur final, puisque tous les applicatifs métiers que sont les espaces mobiles pour les remboursements en prestations, ou tout ce qui touche, on va dire, à la vie du contrat, est opéré par nous. Parce que en complément de la fabrication de ces produits et de la distribution, on s'occupe aussi dans la chaîne de valeur de la gestion a fortiori de la relation avec le client. D'accord. Un courtier, c'est un indépendant ? Absolument. Un courtier, c'est comment ? C'est un agent commercial ? Il crée une SASU, une SARL, une ERL ? Alors, comment ça se passe ? La distribution d'assurance en forme, elle est protéiforme. Si on reste focus sur le métier de courtier en assurance, aujourd'hui, le courtier, il a un statut de commerçant. Donc c'est une entreprise commerciale qui peut prendre toute forme que la nature juridique des formes d'entreprise le propose. On est sur des SARL, on est sur des EURL, on est sur des SAS. Ça dépend de la taille en fait des entreprises. D'accord. Mais globalement, quand on s'installe, on peut s'installer à son compte assez facilement. Il suffit de passer un diplôme parce que c'est une profession qui est réglementée d'environ 150 heures. Et c'est un métier ensuite qui permet de faire des carrières absolument fantastiques. Je peux donner l'exemple de ce qu'on a réalisé avec mon associé. Comment il se prépare ce diplôme ? C'est un post-bac ? Combien d'années ? Combien de temps ? 150 heures, vous avez dit ? Ouais, alors il y a différentes formes en fait de formation qui amènent à ce métier de courtier en assurance. L'avantage c'est que on peut y venir par l'apprentissage. Donc ça c'est aussi important que tous les jeunes qui cherchent leur voie puissent l'entendre. À titre d'exemple, j'ai commencé en BTS assurance et en alternance, donc en apprentissage effectivement. Donc cette capacité de pouvoir être dans l'entreprise pour m'assurer que les fondamentaux appris à l'école collait bien donc avec la vision que j'avais du métier. Et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'expertise et dans la professionnalisation de votre savoir-faire, vous avez la possibilité de faire des écoles de commerce, soit en formation continue, soit toujours en alternance pour couronner les formations. Alors il y a un petit point particulier à ces métiers, c'est le casier judiciaire. Oui. Est-ce que normalement il faut être vierge de. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important de le dire. Hein, pour ceux bien sûr, qui mais parce qu'on est une profession réglementée et que on est sous autorité de contrôle, hein, donc l'ACPR. Et il faut être vierge de casier du judiciaire. Vous avez raison, mais il faut aussi répondre à une obligation légale qui est donc d'être inscrit à l'ORIAS. L'ORIAS, en fait, c'est comme pour les médecins. Voilà, il y a des numéros clausus pour les opticiens, des numéros finesse. Voilà, il faut avoir un accès à cette réglementation qui ensuite vous permet d'exercer. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous, Jérémy Sebag, sans diplôme, sans rien, et finalement trouver un métier chez vous ou alors j'ai plein de cas. Oui. J'ai plein de cas de collaborateurs qui sont arrivés tout en bas de l'échelle et qui sont aujourd'hui des responsables opérationnels soit de middle management, soit de cadres, pas top manager, mais de cadres importants et qui font des carrières fulgurantes et qui gagnent très bien leur vie. D'accord. Quelle est la différence entre courtier et un agent d'assurance ? L'un, c'est un salarié d'assurance, l'autre, c'est un indépendant, c'est ça ? Alors, le courtier d'assurance, il est commerçant, il travaille avec X compagnie. L'agent général, en général, il est plutôt profession libérale. D'accord. Donc c'est pas le même statut. C'est pas un salarié, donc. Là, c'est pas le même statut. Il y a cette différence-là. Et en complément, l'agent général ne travaille
qu'avec sa compagnie mandante. Par exemple, toutes les boutiques que vous pouvez voir dans les commerces de proximité dans les différentes villes de France, Generali, AXA, oui. Alliance, MMA, voilà, ce sont des agents généraux, ils représentent les compagnies d'assurance mandantes et ils ne commercialisent que leurs produits. Justement, c'est intéressant de comprendre la différence entre un courtier en assurance et une compagnie d'assurance. Alors c'est complètement différent. Le courtier d'assurance travaille en partenariat avec la compagnie d'assurance. C'est son réseau de distribution non propriétaire. En France, vous avez à peu près 25 000 courtiers d'assurance qui opèrent sur tout le territoire national. Et justement, nous, par exemple, en tant que courtier grossiste, on est une alternative complémentaire est nécessaire, je pense, à ces courtiers donc d'assurance, parce qu'en fait, on fait tout le métier de l'assureur. La seule chose qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas le bilan de l'assureur et on ne porte pas le risque. Mais en revanche, tous les métiers c'est pas mal ça. On n'a pas les capacités financières de ces grandes institutions financières telles que AXA ou Alliance, mais en revanche, on maîtrise parfaitement la chaîne de valeur et les métiers. Que ce soit donc la distribution, que ce soit la co-conception. Donc on travaille aussi évidemment de concert avec des actuaires chez nous et aussi chez les assureurs. Et ensuite, on s'occupe de digitaliser les parcours pour que les courtiers d'assurance ou les clients finaux puissent acheter directement nos offres. C'est un métier qui recrute beaucoup aujourd'hui, les métiers de l'assurance, au contact du client, comme vous, les courtiers, les agents d'assurance, etc. Oui. Beaucoup. Et dans quel profil ? Tous les profils. Si vous voyez une entreprise comme la nôtre, tous les métiers sont représentés. Le commerce, la gestion, la finance, le marketing, l'informatique, et globalement dans l'informatique, il y a énormément de sujets qui sont liés d'ailleurs au point qu'on a abordé tout à l'heure, à savoir la data. Tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Dans la partie digitale que représente le groupe, on doit avoir une vingtaine de postes ouverts sur différents métiers. Voilà. Oui. Et pourtant, on est des assureurs. Oui, on est des distributeurs d'assurance. Mais comme l'assurance est achetée de manière omnicanale aujourd'hui, il faut savoir maîtriser tous les sujets. Et c'est la raison pour laquelle on recrute sur tous les segments possible et imaginable. Même question qu'on posait tout à l'heure. On se forme en combien de temps ? En combien de temps on peut être finalement autonome chez vous sur certains sujets ? Alors c'est très différent du métier d'actuaire parce que déjà je pense qu'on peut faire une très grande carrière en tant que courtier d'assurance sans pour autant être excellent en mathématiques. Moi personnellement je suis complètement nul. C'est bien, on est nombreux dans le studio. Voilà. Donc, on se sent moins seul. On va dire que c'est un métier. Qu'il est patron d'entreprise. C'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas, très clairement, et où les reconversions sont largement possibles, et que d'ailleurs on préconise. Incite, en tout cas, bien sûr. On pourra en parler, mais globalement, il faut respecter la réglementation. Il faut respecter donc le niveau de diplôme que la réglementation nous impose. Et après, on peut faire des carrières absolument fantastiques. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on reviendra dans un instant sur le gestionnaire de tiers payant. Alors encore un nom barbare, mais on va vous expliquer exactement ce que c'est. C'est Ingrid Delmonte qui sera avec nous, DRH de Viamedis. Petite pause. On revient dans un instant. Les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Chers amis, les vraies voix de l'emploi. Avec Philippe David, nous venons prendre une leçon de maths mais prodigieuse. Mais on mettra sur nos réseaux sociaux parce que vraiment ça sert, enfin ça peut servir à certains. Moi, il va me falloir 2 ans et demi avant de comprendre. Mais vous êtes optimiste. Mais je vous assure que j'y arriverai. Et avec nous pour continuer sur ces métiers de l'assurance, Ingrid Delmonte, DRH de Viamedis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce métier de gestionnaire de tiers payant. Oui. Voilà, alors c'est pareil, il va falloir que vous nous expliquiez effectivement la nature de ce métier. Je me pose toujours des questions en me disant, quand on est à l'école, que notre orientatrice nous dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Si une petite fille ou un petit garçon me dit je veux être gestionnaire de tiers payant, je me dis ah oui, quand même, là il se passe un truc. C'est impossible. Et pourtant ça existe. Et pourtant, avant de parler du métier, je pense que c'est important de comprendre ce qu'est le tiers payant. Oui. Donc en fait, le
tiers payant, c'est faciliter l'accès aux soins pour les patients, donc pour les Français, donc pour nous tous en fait. Oui. Donc notre rôle, c'est d'avancer les frais de santé en payant les prestations de santé aux professionnels de santé. Donc en fait, on est l'intermédiaire entre nos clients, qui sont les OCAM, donc les organismes complémentaires d'assurance maladie, dont les mutuelles et les courtiers, et les professionnels de santé. Donc on est complètement invisible pour les assurés. Donc en fait, vous êtes la pierre angulaire entre tout le monde. On coordonne dans tous les cas le paiement. Okay. Je prends un exemple, on est à peu près tous concernés autour de la table. Les lunettes, vous allez chez votre opticien qui va vous renouveler votre équipement. Il va vous faire un devis, sauf qu'il va devoir vérifier si votre contrat santé prend en charge l'intégralité ou pas de la facturation. Pour les montures, pour les verres, pour les etc. Montures, pour les verres. Et en fait, il vous dit, je vais contacter votre mutuelle et je vous tiens au courant s'il y a un reste à charge. En fait, il ne contacte pas votre mutuelle, il contacte un intermédiaire que l'assuré ne voit pas, qui est un acteur du tiers payant. Et qui va donc répondre à cette demande de devis et qui va payer la facture aux professionnels de santé quand la facture va se présenter. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est un peu compliqué de faire un focus sur les gestionnaires santé parce qu'on a une multitude et une diversité de métiers chez Via Médis importante. D'accord. Quelle formation faut-il avoir pour être gestionnaire de tiers payant? Parce que on s'est dit, quand on a vu les métiers, par exemple actuaire et gestionnaire de tiers payant, on s'est dit on va pas faire les vraies voies de l'emploi, mais rendez-vous en terre inconnue ce mardi soir. Ouais, parce que on n'arrive pas dans ce métier par hasard, forcément. On arrive ou par un biais ou par un autre métier ou... Je pense qu'on peut arriver à ce métier par hasard. Il n'y a pas de formation pour être gestionnaire santé sur le marché aujourd'hui. Alors on a parfois des gestionnaires qui viennent de mutuelles, qui font de la gestion, qui viennent parfois du secteur bancaire ou parfois qui viennent d'un secteur complètement différent, où là on peut parler de reconversion. Et en fait, aujourd'hui, notre valeur ajoutée, c'est qu'on forme les gestionnaires santé qui arrivent chez nous. Il y a un parcours d'intégration. On les forme à l'écosystème dans lequel on évolue. On les forme à l'expertise de la santé pour qu'ils soient efficaces sur leur métier de gestionnaire santé. Mais on a quand même une base. Vous demandez quand même une base, j'imagine. Pas forcément. Non. Pas forcément. Donc c'est vraiment un métier. Alors ça peut être un métier d'autodidacte. Ça nous est arrivé. C'est intéressant ça. Voilà. Donc après, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, et puis il faut comprendre l'écosystème dans lequel on évolue. Mais on est là pour ça. On est là pour accompagner les collaborateurs les candidats en tous les cas qui souhaiteraient devenir gestionnaire santé. Et puis après, on a aussi des gestionnaires dans d'autres secteurs d'activité qui ont déjà en fait cette réflexion d'analyse de dossiers. C'est simplement que ce ne sera pas une assurance d'habitation ou une assurance à la personne, ça va être une assurance santé. Alors d'accord, on arrive chez vous, aujourd'hui on postule avec Philippe, on arrive chez vous, on a une formation interne qui dure combien de temps et comment ça se passe? Alors on a un parcours d'intégration qui est le même pour tout le monde, alors on l'adapte en fonction du métier. On a 13 modules dans ce parcours d'intégration, ça dure environ 6 semaines et vous allez voir l'intégralité des métiers de la société. Il y en a combien de métiers en tout? Alors beaucoup parce qu'on a 80 métiers aujourd'hui chez Via Médis. 80 métiers. Ouais, c'est énorme. D'accord. Donc un peu comme Jérémy, on recrute dans les fonctions support, donc on recrute dans le marketing, dans la partie juridique, au RH, la direction financière, pardon. Et puis beaucoup à l'IT, puisqu'en fait les prestations, l'avance de frais, les paiements, on les fait via une technologie. Via un logiciel que l'on fabrique, que l'on développe en interne et que l'on maintient. Donc on a beaucoup de profils IT et on a besoin d'attirer les profils IT. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de métiers manuels? Et par exemple, le gestionnaire de tiers payant, est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est lui qui va regarder ou elle qui va regarder la facture, qui va la décortiquer ou pas? Alors c'est intéressant parce que c'est un métier qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. C'est un métier, avant vous aviez en fait une partie des gestionnaires qui faisaient de la saisie en kilomètres parce qu'on recevait les demandes et les factures par courrier, par fax même. Ah oui, c'est vieux là, oui. Donc aujourd'hui, ça a été digitalisé, ça a été non, moi non plus. Ça va. Ça a été digitalisé. Elle a connu poste à galène. On a digitalisé et numérisé le process, donc tout rentre dans un flux en fait numérique. Et donc il y a des paiements qui se font bien évidemment automatiquement. Et puis après il y a des dossiers qui vont être analysés par les gestionnaires santé. Donc on est passé d'un gestionnaire qui va faire de la saisie à un gestionnaire qui va être dans l'analyse et le contrôle des dossiers qui lui sont confiés. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et là c'est une formation particulière ou c'est juste finalement de l'ancienneté et de l'agilité à découvrir ce métier? Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est l'expérience qui va jouer, l'accompagnement en interne. Mais qui dit assurance dit une condamnation qui arrive assez souvent, les escroqueries aux assurances. Ça, vous avez tous été victimes probablement de ça. Vous êtes très attentifs là-dessus parce que le tiers payant, on peut en profiter
Oui. On peut dire, il y a eu plus d'un cas d'escroquerie. Je me rappelle quelques affaires dans les journaux, par exemple, qui ont fait florès. Quand on parle d'analyse et de contrôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on contrôle que les factures qui nous sont présentées par les professionnels de santé correspondent en fait aux contrats santé et aux normes qui sont appliquées sur le marché. D'accord. Et là, il y a une formation spécifique parce que c'est un peu les limiers du tiers payant qui font. Là, on cherche des experts métiers. C'est-à-dire qu'on a par exemple, des opticiens pour contrôler les dossiers optiques, des spécialistes de l'audio, où là, oui, l'expertise métier, c'est-à-dire que quand vous avez travaillé en boutique, forcément, vous avez une expertise, une connaissance du métier qui vous permet de contrôler les dossiers. En audio, vous avez déjà été victime de ce type d'aigrefin parallèlement à ça, donc on travaille évidemment beaucoup avec Viamedis, parce que donc moi, dans mon groupe, il s'avère que j'ai un centre de gestion propriétaire. On a 490 000 assurés et on paye plus d'1 million d'euros de prestations par jour. Donc, autant vous dire que on est une entreprise sur ce sujet bien orientée et donc on est très vigilant par rapport aux fraudes et le transfert de charges qu'on a vécu en 2023, notamment sur les métiers de l'optique et de l'audioprothèse. Nous ont amené à être encore plus vigilants parce que c'est beaucoup d'argent en fait qui se sont déplacés de la sécurité sociale vers les mutuelles, les organismes complémentaires. Et on a vu arriver des dérives, notamment qui ont été relayées dans la presse, sur le métier de l'audioprothésiste. Et voilà, et c'est tous ces sujets-là donc qui sont évidemment contrôlés régulièrement. Et en parallèle de ça, par rapport aux métiers qui sont connexes entre Viamedis et CGRM, l'entreprise qui est la nôtre, les métiers vont évoluer. C'est-à-dire que, et je pense que les auditeurs, c'est important qu'ils l'entendent, les gestionnaires métiers, experts, humains, seront primordiales dans les années à venir, mais il y a toute une dimension IT qui fait partie du métier et la maîtrise de l'intelligence artificielle générative demain, ce sera capital. Parce que ça permettra d'automatiser les tâches, d'optimiser justement les fraudes et tous ces métiers-là, en fait, les auditeurs, les jeunes, les moins jeunes, ils n'y pensent pas forcément à l'assurance pour intégrer des entreprises comme les nôtres. Ingrid Delmont, justement, on a toujours envie d'évoluer forcément dans une entreprise et pour ça, énormément d'entreprises aujourd'hui proposent des formations continues en interne. Est-ce qu'on peut passer, ce que vous disiez, Monsieur Sebag, il y a 2 secondes, finalement, d'un métier manuel avec formation à un métier IT? Est-ce que c'est possible? Alors oui, ça peut arriver, effectivement. Alors après, il faut avoir quand même une appétence pour le milieu IT, ce qui n'est pas le cas de tous nos gestionnaires santé. Oui, bien sûr. Après, il y a d'autres... Encore. Après, il y a d'autres passerelles. On est cerné, Philippe, on est cerné. C'est-à-dire qu'on a aussi toute une partie relation client, relation professionnelle de santé, donc vous pouvez être gestionnaire et évoluer sur ce type de profil. Puis après, on a des choses un peu plus classiques, entre guillemets. On a des gestionnaires qui sont devenus comptables avec une formation et un accompagnement. Donc c'est très varié. On parle souvent dans l'entreprise et on en parlait à l'époque beaucoup avec Jérôme Laverny. On pense à lui aussi sur le savoir-être en entreprise. Vous êtes, en tout cas, ce sont des métiers qui sont voués à rentrer en contact avec vos clients, forcément. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous, Jérémy Sebag. Surtout quand on contacte son assureur, c'est en général pas pour une bonne nouvelle. Oui, c'est très important. Ça dépend en fait des personnes qu'on a en face de soi. Si on est dans une relation commerciale, dans une relation de la gestion de la relation client, les sujets à aborder et la manière dont on doit les aborder sont différentes. Mais dans tous les cas, déjà qu'on n'a pas bonne presse, les assureurs, je pense qu'on doit redoubler d'attention sur la manière dont on échange avec nos clients. Et vous avez raison, à l'occasion, on travaille souvent avec un point de contrôle assez identique, et que ce soit assureur ou courtier, le consommateur, il discute avec l'assureur quand il doit payer sa prime ou quand il a un sinistre. Et c'est des moments de vie, en fait. Et le reste du temps, malheureusement, il n'y a pas assez d'échanges, donc c'est pour ça qu'il faut bien les soigner, ces moments-là. Ingrid Delmont, vous qui êtes DRH de Viamedis, c'est dur de recruter en ce moment? Il y a des pénuries, comme dans beaucoup d'autres métiers? Je pense qu'on est tous confrontés à ça aujourd'hui. C'est très dur de recruter. Les candidats sont exigeants. Je pense que la crise Covid aussi est passée par là, donc ça a changé un petit peu les attentes et les exigences des candidats, mais aussi des collaborateurs. Donc oui, c'est plus compliqué.
Eh ben, vous restez avec nous dans un instant. On parlera des experts en assurance. Je suis contente de vous avoir en face de moi, Olivier Richard, parce que j'ai 2 mots à vous dire. Non, je plaisante. Méfiez-vous, quand ça commence comme ça, vous êtes en danger. Expert en assurance, directeur technique Stellian Expertise. On en parle dans un instant. Un métier qui a de l'avenir aussi, forcément. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec Philippe David. On en apprend des choses aujourd'hui assez incroyables. Alors sur ces métiers de l'assurance avec Olivier Richard qui est avec nous. Expertise en assurance, des gens que vous avez dû croiser, enfin j'espère le moins possible parce que généralement quand vous les croisez c'est pas une bonne nouvelle. Directeur technique Stellian Expertise. Justement ce rôle et les responsabilités aujourd'hui d'un expert en assurance. Alors on s'inscrit complètement dans le parcours d'indemnisation des assurés. C'est-à-dire que de manière très schématique, un assureur est lié par un contrat, une police d'assurance avec un assuré. Et donc quand un assuré déclare un sinistre, l'assureur missionne un expert pour aller constater des dommages, les évaluer, les chiffrer et réaliser des investigations techniques pour déterminer la cause du sinistre, éventuellement chercher les responsabilités. Et donc notre mission se termine ensuite par le dépôt d'un rapport d'expertise sur la base duquel l'assureur va pouvoir indemniser conformément à son contrat d'assurance. Mais on a parlé des actuaires qui sont spécialisés en automobile, en aéronautique, etc. Vous, un expert, quand vous avez un accident avec votre voiture, c'est pas le même qui vient chez le garagiste pour dire bon là il y a une aile et une portière à refaire que celui qui va chez quelqu'un qui a un dégât des eaux et où il faut refaire 30 mètres carrés de parquet. Non, il y a beaucoup de risques qui sont assurables et donc ça couvre vraiment un spectre de compétences complètement très, très très varié, très très riche. On a effectivement des gens spécialisés dans l'automobile, beaucoup dans la construction, le bâtiment, parce que c'est la majeure partie des sinistres. Dans le monde de l'industrie, vous avez des experts en aéronautique, en ferroviaire, vous avez des électriciens, vous avez des experts en énergie renouvelable, en environnement, en agroalimentaire. Donc ça couvre vraiment toutes les compétences possibles et imaginables. Ça veut dire que pour être expert, il faut être un minimum capé dans un secteur particulier. Exactement. En fait, il n'y a pas de formation pour être expert. Il n'y a pas de formation. Non, en fait, ce qu'il faut avant tout, c'est un bagage technique. C'est la base pour rentrer dans ce métier-là. Un bagage technique que vous pouvez acquérir soit dans le cadre de votre cursus de formation initiale, soit ensuite dans le cadre de votre expérience professionnelle. Même si on recrute des jeunes diplômés, il y a beaucoup d'experts qui après 20 ans dans l'industrie, par exemple, bifurquent et vont vers le monde de l'expertise. Et donc, c'est avant tout ce bagage technique qu'ils vont mettre au service ensuite de l'expertise. Et nous, on va s'occuper de les former au métier, aux spécificités de l'expertise et de l'assurance, avec des formations juridiques, des formations sur l'assurance, sur le déroulement des expertises. Mais est-ce que ce sont, pardon Philippe, parce que je vais ce sont des gens qui ont encore une entreprise, et que vous prenez parfois en qualité d'experts, ou ce sont chez vous des gens qui sont salariés chez vous? Non, aujourd'hui, la plupart des experts sont salariés. Historiquement, c'est plutôt des professions libérales. Effectivement, on parlait de cabinets d'expertise. Aujourd'hui, c'est plutôt des salariés qu'on recrute en CDI et qui décident de faire ce pas vers l'expertise. Alors, on a tous eu affaire à un expert, même si on ne le voit pas en général, quand on a tous eu un accrochage en voiture. Non, moi jamais. J'ai du mal à le croire. Comment est-ce qu'ils évaluent le montant des réparations? Parce que moi je dis c'est quand même extraordinaire. Parce que faire un devis quand on refait une aile, une portière, la peinture, le machin, le truc, ça prend du temps. Il faut être. Alors les voitures c'est peut-être le plus facile parce que. C'est plus facile. C'est peut-être le plus facile. Alors comme je disais, à partir du moment où on a un bagage technique, on fait ça tous les jours, donc on connaît parfaitement les prix du marché. Voilà exactement les réparateurs, les réseaux de réparateurs. Donc c'est vraiment notre métier. Ça, à la limite, ça s'apprend pas dans l'expertise. C'est ce qu'on doit amener quand on rentre dans le monde de l'expertise. C'est son savoir technique qui permet de connaître les matériels, les modes de réparation possibles, les prix du marché, ce genre de choses. Est-ce qu'il faut se former, se reformer? Parce que sur le cas de l'automobile, par exemple, sur les voitures électriques, les nouveaux matériaux, il y a une reformation régulière, tout le temps. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'expertise maintenant, et en fait, les évolutions technologiques font
que le métier a évolué et qu'il faut toujours se mettre à la page. On parle par exemple des risques cyber beaucoup en ce moment. Effectivement, les véhicules électriques qui ont tendance à prendre feu, mais on parle des véhicules, mais il y a aussi les trottinettes par exemple. Oui. Les bus même parfois. Les bus aussi. On va vers le véhicule autonome, hein, donc bientôt on parle d'intelligence artificielle aussi. Donc tout ça va créer des nouveaux risques et donc les experts doivent aussi savoir évoluer avec ces risques-là et avec les technologies. Quels sont les principaux types de sinistres auxquels les experts sont confrontés ? Alors, je ne vais pas faire un cours sur l'assurance, mais de manière assez schématique, quand on sort de l'assurance de personnes, on a deux grandes catégories d'assurance. On a l'assurance de dommages. L'assurance de dommages, c'est un assuré qui garantit ses propres biens, votre voiture, votre maison, vos locaux professionnels. Et donc là, les sinistres les plus courants, c'est du vol, de l'incendie, des dégâts des eaux, des catastrophes naturelles. On parle beaucoup l'actualité, évidemment, avec les inondations dans le Nord. Donc ça, c'est les plus connus. Après, il y a des choses un peu moins connues, comme pour avoir des bris de machines sur des équipements industriels, ou pour avoir de la fraude, par exemple. C'est aussi une garantie dommage, une attaque cyber. On vole des données. Voilà, on peut exactement s'assurer. Donc ça, c'est toute la partie dommage. Et puis il y a une autre partie qui est l'assurance de responsabilité. Donc là, c'est quand vous causez des dommages à un tiers. L'assurance automobile obligatoire, c'est quand vous causez des dommages à un tiers. Vous rentrez dans un portail, par exemple, et après, dans le cadre des activités professionnelles, ça va être un plombier, par exemple, qui peut être recherché en responsabilité quand une canalisation d'eau casse. Ça peut être un industriel qui livre des composants à un constructeur automobile, par exemple, composant qui a un défaut, et le constructeur doit lancer un rappel de produit. Donc, il va rechercher la responsabilité de son fournisseur, de son équipementier. C'est presque une enquête, en fait. C'est complètement ça. Ouais, ça. Pour ceux qui connaissent, voilà, Expert à Miami, ça ressemble un petit peu à ça. Même si on n'est pas... Alors, il y a heureusement rarement des morts d'hommes, même si ça peut arriver, mais la méthode scientifique d'investigation, elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit. Jérémy Sebag, est-ce que aujourd'hui, la réglementation qui évolue, parce que forcément, dans notre société, les normes, on en parle beaucoup en ce moment de ces normes et de ces réglementations, c'est compliqué à gérer, ça veut dire qu'il faut à chaque fois reformer tout le monde. Comment ça se passe au sein chez un courtier, par exemple ? Alors c'est la première crainte de notre profession. Oui. La réglementation alourdit beaucoup le travail au quotidien des courtiers en assurance, mais offre en même temps des opportunités de business absolument phénoménales. Pourquoi ? D'accord. Parce que ça veut dire que le métier il change en fait. Donc le métier change, il doit s'adapter. On doit réfléchir aux nouvelles modalités de distribution dans les années à venir. Et nous, chez SPV Assurance, on en a fait une force, typiquement. On a été évidemment regardé parce qu'on a une taille intéressante et importante sur le marché français par le régulateur. On a été contraint d'être de plus en plus dur sur la surveillance de nos réseaux d'apporteurs d'affaires, justement, et ou sur les systèmes d'information qu'on mettait à disposition. Et on a, grâce à ça, réagi, sorti des nouvelles manières de vente de l'assurance. Par exemple, on ne faisait pas de direct to consumer, et aujourd'hui c'est le cas. On a fait aussi en sorte d'accompagner avec ces méthodes nouvelles de réglementation les courtiers qui travaillent avec nous, et on les a amenés vers une réglementation subie, mais qui permet de développer plus sereinement son business dans les années à venir. Eh bien, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Jérémy Sebag, président et cofondateur de SPV Assurance, 4e courtier grossiste en France et co-auteur de ce livre Idées reçues sur l'assurance. Je vous invite à lire d'ailleurs, parce que nous aussi, on avait des idées reçues sur l'assurance. Ben, vous voyez, on est conquis. Anne Marion, dirigeante de Actuariel, j'aurais adoré avoir une prof telle que vous, mais bon, voilà. On peut faire des cours du soir. Hein. On peut faire sur mes doigts. Je vais compter sur mes doigts. Merci beaucoup Ingrid Delmont d'avoir été avec nous, DRH et Viamédis, et Olivier Richard, expert en assurance et directeur technique de Stellian Expertise. Merci beaucoup Cyril d'avoir monté cette émission. En tout cas, on était ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix. On se retrouve demain aux alentours de 17h. Ouais. Et tout de suite, après Sud Radio à votre service, le flash, l'essentiel de Sud Radio en 60 minutes. Merci à notre équipe. Salut, à demain. À demain.